d'abord, bonjour à tous. Je suis ravi du coup de vous retrouver aujourd'hui pour ce Meetup for Industrie dédié à la décarbonation de l'industrie. Pour ceux qui, pour ceux qui découvrent en tout cas ce format Meetup, l'idée c'est vraiment ici de vous informer sur un thème précis et de vous donner à la fois une vision globale pour comprendre les enjeux associés, mais aussi les clés opérationnelles qui sont mises en œuvre par des leaders qui ont déjà un certain recul sur ces opérations et qui, et là dans notre cas, qui vont opérer des actions depuis presque plus de 10 ans. Et ainsi, vous aurez aussi des différents cas d'usage suffisamment pragmatiques pour que vous puissiez vous-même engager ces démarches en fait dès demain. Les objectifs de la décarbonation, c'est-à-dire finalement la baisse des émissions de CO2, elles s'imposent à tous et de plus en plus fermement, je dirais, pour les industriels, et ça devient de plus en plus un critère de choix aussi pour les clients. Donc c'est aujourd'hui même devenu carrément un critère de sélection sur les dossiers de financement, notamment chez les pays, on le voit maintenant régulièrement apparaître. Et donc au-delà du coût de l'énergie qui a explosé et qui finalement vous contraint à trouver des solutions, il y a quand même des véritables enjeux climatiques qui sont associés et un mindset finalement à opérer pour avancer. À côté de ça, on a la stratégie quand même nationale bas carbone, la SNBC, qui prévoit, elle, par contre, d'atteindre une neutralité carbone d'ici 2050. Et dans le secteur industriel, elle fixe en fait une diminution des émissions de CO2 à 35% à horizon 2030. Donc c'est pour ça qu'il nous paraît vraiment important de vous redonner des pistes et pour voir les choses sous un autre angle et tenter de transformer cette contrainte en opportunité. Et donc pour ça, aujourd'hui, on aura 3 intervenants. Donc le premier, qui sera donc Laurent Perron, qui est copilote du projet PTFE, donc pour l'industrie automobile, dans The Shift Project. Je pense que vous avez tous entendu parler de ce think tank, ou à minima vu apparaître Jean-Marc Jancovici sur les plateaux télé, à la radio ou lors de sessions à l'Assemblée nationale. Ce Shift Project, là, c'est un laboratoire d'idées qui s'est donné pour objectif l'atténuation du changement climatique et la réduction de la dépendance à l'économie et aux énergies fossiles. Donc, du coup, Laurent, lui, va nous donner les clés pour comprendre dans quel environnement nous vivons et pourquoi, en fait, on doit décarboner nos usines. Et ensuite, dans un deuxième temps, on aura des retours d'expérience d'industriels qui ont engagé ces démarches-là depuis plus de 10 ans. Donc, on aura dans un premier temps Philippe Lucan, qui est responsable travaux et neuf et maintenant chez John Deere. Et on aura Thierry Battu, qui est Facility Manager chez Bosch à Rodez, sur des sujets finalement assez complémentaires. Avec ces 3 acteurs, je pense que chacun d'entre vous, que vous soyez entre guillemets primo-accédant ou expérimenté, vous trouverez des pistes de réflexion, des pistes de travail, des actions engagées, des idées, enfin voilà, en tout cas des retours suffisamment importants pour vous permettre de vous dire si oui ou non vous devez aller sur ces sujets et dans quel ordre un petit peu les prendre. Si toutefois vous avez quand même une idée, un sujet à engager, n'hésitez pas non plus. Pensez que vous avez aussi de nombreux dispositifs régionaux et nationaux qui sont activables. Donc, vous pouvez aussi faire appel à nous directement. N'oubliez pas aussi que vous avez le chat qui est à votre disposition tout au long du webinaire et je serai là pour relayer toutes les questions directement à nos intervenants. Donc, surtout, prenez vraiment la peine de poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Et l'idée, c'est vraiment là d'être là pour échanger et de profiter et d'utiliser au maximum, d'exploiter au maximum les connaissances des experts qui sont là autour de la table. Donc voilà, je vous rappelle aussi que vous pourrez retrouver très prochainement ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Voilà, si vous avez raté un morceau, vous devez partir un petit peu avant la fin. N'ayez crainte, vous retrouverez tous les éléments en ligne très prochainement. Donc voilà, donc sur ce, je vais passer la main immédiatement à Laurent, en espérant que du coup, on n'ait pas les mêmes problèmes que du côté technique et qu'on arrive bien à à partager ta présentation. Bonjour. Voilà, du coup, qui fonctionne à merveille. Donc, merci beaucoup. C'est bon, on la voit. La technique est de notre côté aujourd'hui. Si parfait. On est bon. Comme ça. On est encore mieux. Allez, okay. Très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci, merci de votre accueil, Antoine et Camille. Et de vous laisser l'opportunité côté Shift de vous présenter alors peut-être une vision un peu dézoomée des sujets de décarbonation dans l'industrie et dans l'industrie de la mobilité en particulier. Donc moi, j'ai en effet copiloté la partie industrie automobile dans le cadre du plan de transformation de l'économie française, dont je veux dire un tout petit mot. Et puis en parallèle, je suis shifter, c'est-à-dire bénévole du Shift Project sur les sujets de mobilité. Le Shift en 2 mots,
Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est bien un think tank, c'est une association d'intérêt général dont la mission est effectivement d'orienter les politiques industrielles et publiques vers la décarbonation de l'économie, avec une spécificité, c'est qu'on s'appuie quasi exclusivement sur la physique. Donc on va compter plutôt que les euros, on va plutôt compter les tonnes d'acier qu'on consomme, les kilomètres qu'on parcourt, les tonnes de CO2 qu'on émet, etc. Donc les deux missions du Shift, pour faire très court, c'est à la fois d'éclairer le débat public en produisant des études, des rapports et des propositions. Et la deuxième mission qu'on a, c'est d'influencer, de faire du lobbying, c'est un gros mot, mais quand même, auprès des décideurs économiques et politiques pour orienter le paquebot France vers la sortie à la fois des énergies fossiles et vers la réduction des émissions de CO2. Ça, je vais y revenir un peu concrètement. On parle souvent au Shift de double contrainte carbone. C'est bien le leitmotiv de nos travaux. La première contrainte carbone, celle-là, on commence à en entendre parler beaucoup, c'est la lutte contre le réchauffement climatique et donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est notre premier impératif global, je dirais, qui doit être pris à tous les niveaux, à la fois au niveau individuel, mais aussi au niveau des pouvoirs publics et des entreprises. C'est bien les actions de ce triptyque qui feront qu'on y arrive ou pas. Donc ça, c'est le premier élément. Je vous fais grâce du détail du graphe. Premier élément de contrainte carbone. Le deuxième élément auquel on s'intéresse au Shift, c'est notre dépendance aux énergies fossiles. La raison étant la suivante, il est fort probable, en tout cas c'est des travaux que le Shift a menés avec Rystad il y a quelques mois, que les approvisionnements de l'Union européenne et donc de la France, en pétrole notamment, mais aussi en gaz, risquent de se tendre assez sévèrement dans les quelques années à venir. Vous avez sur le graphe, là, alors il est un peu compliqué, mais on voit une baisse des approvisionnements de l'Europe depuis ses 16 principaux pays fournisseurs dans la décennie 2030. Alors ça pose un tout petit problème, c'est qu'aujourd'hui, tout dépend, ou presque, des énergies fossiles. On l'a vu avec la guerre en Ukraine, où les conséquences sur l'économie et sur le fonctionnement du pays ont été assez sévères. Et on pense au Shift que ce n'est qu'un prémisse de ce qui risque de nous arriver. Je fais juste un petit focus sur les conséquences de ce que je viens de raconter sur la double contrainte carbone. Qu'est-ce que veut dire donc aujourd'hui, les politiques telles qu'elles sont engagées par l'ensemble des pays du monde au travers des COP nous conduit à un réchauffement climatique de l'ordre de entre 2 et 3 degrés. Juste pour illustrer ce que ça veut dire que 2 ou 3 degrés, j'ai remis ici un truc que certains d'entre vous connaissent sûrement, c'est-à-dire l'état de l'Europe il y a à peu près 20 000 ans, c'est-à-dire la dernière ère glaciaire. Donc l'Atlantique était 120 mètres plus bas, l'Europe grosso modo ressemblait à ce qu'est la Sibérie orientale aujourd'hui. Et la température moyenne du globe durant cette dernière ère glaciaire n'était que de 5 degrés plus basse qu'aujourd'hui. Donc entre un monde ère glaciaire et le monde qu'on connaît aujourd'hui, il y a 5 degrés d'écart. Et donc, comme je l'ai dit, on s'oriente, si on ne fait rien de plus que ce qui est acté dans les politiques publiques aujourd'hui, on s'oriente vers un monde à 2 ou 3 degrés. Je vous laisse juste imaginer ce que ça veut dire. Donc, ce n'est pas juste un pull en moins ou un short en plus, les conséquences sont beaucoup plus systémiques et fondamentales que ça. Sur le pétrole, donc la deuxième contrainte, le pétrole est partout aujourd'hui.
pas seulement dans les moyens de transport, mais c'est ce qui nous sert aussi à faire du plastique, des pneus, du chewing-gum, des médicaments, enfin tout ce qu'on veut. Donc, qui dit moins de pétrole demain, dit quelques petites conséquences sur notre vie quotidienne. Cette baisse prévisible des approvisionnements en énergie fossile, elle est actée. La question est plutôt quand est-ce que ça va arriver. Le pic de production du pétrole conventionnel a été franchi il y a une quinzaine d'années maintenant, c'est-à-dire que la production de pétrole conventionnel plafonne pour l'instant et ne peut que diminuer. Ça a été en partie compensé par les pétroles non conventionnels, les pétroles de roche-mère, mais il semblerait, quelques études commencent à montrer que le pic tout pétrole, donc y compris le non conventionnel, ait été atteint en 2018. Dans tous les cas, les difficultés d'approvisionnement en pétrole augmentent, le taux de retour énergétique étant très très sensible baisse, c'est-à-dire qu'il faut investir quand on investit un baril de pétrole en énergie d'extraction, on en extrait de moins en moins. Alors, côté transport, on est en plein dans cette double contrainte carbone. Je vais passer rapidement là-dessus, je pense que vous connaissez les chiffres. Donc, il y a deux secteurs à regarder pour l'industrie de la mobilité. Il y a les émissions du transport, mais qui sont en fait les émissions au pot d'échappement. Donc là, vous avez l'historique des émissions du transport, qui est le premier poste pour en gros un tiers des émissions françaises, dont la moitié pour la voiture. L'évolution historique de ces émissions du transport depuis 1990, elles n'ont pas baissé. Elles ont même encore un peu augmenté en 2022, et alors qu'on doit atteindre la neutralité, quasiment la neutralité carbone, en tout cas la neutralité de la mobilité routière en 2050. Donc on n'a pas baissé en 30 ans et il faut atteindre zéro dans les 30 années à venir. Deuxième spécificité du secteur du transport, c'est qu'il est encore complètement dépendant du pétrole. Même si la part des voitures électriques commence à augmenter. Les voitures électriques dans le parc aujourd'hui, c'est 2%, pas plus. Donc on est encore, et pour quelques années, encore complètement dépendant du pétrole dans le transport. Et ça, c'est la première trajectoire qu'il faut regarder. Et la deuxième qui concerne l'industrie. L'industrie en tant que telle, l'industrie manufacturière, c'est en gros 20% des émissions. Et là, pour le coup, les émissions ont plutôt tendance à baisser. Les gains sont principalement obtenus sur la chimie, mais on en constate aussi dans les autres industries. Là encore, Antoine l'a rappelé tout à l'heure, on a un objectif de baisse dans la stratégie française de 80% d'ici 2050, avec un point de passage important en 2030. Et l'industrie consomme, plus de 50% de ces émissions sont liées à l'utilisation d'énergie et notamment de combustion de carburant. Donc là aussi, une certaine forme de dépendance aux énergies fossiles. Alors pourquoi il faut qu'on agisse maintenant? On l'a vu un peu dans les slides précédents rapidement. Notre budget carbone, c'est-à-dire ce qui nous reste à émettre, si on veut rester sous un réchauffement global de 2 degrés, qui est l'engagement de la plupart des pays à la COP21, notre budget carbone, au rythme actuel, sera consommé dans les 20 à 30 ans qui viennent. Dit autrement, au-delà de 30 ans, si on continue sur la trajectoire actuelle, on sera au-dessus de 2 degrés avec les conséquences qu'on a vues tout à l'heure. Au rythme de consommation actuel des énergies fossiles, l'approvisionnement sera très compliqué d'ici, là aussi, 20 à 30 ans. Ce qu'on peut regarder en parallèle, c'est les inerties de nos systèmes économiques. Renouveler un parc de véhicules, c'est en gros une quinzaine d'années, ça a même tendance à augmenter un petit peu. Changer un mix électrique dans un pays ou un continent, là aussi, l'ordre de grandeur, c'est une vingtaine d'années. Modifier les tissus industriels, relocaliser, reconcevoir, intégrer les ruptures techno,
là aussi, on s'embarque pour des investissements d'une trentaine d'années, sans parler de l'urbanisme, si on veut le revoir, là, c'est carrément 50 ans. Donc, quand on met ce qui nous reste avec ce qu'il faut faire, on est bien dans les bons ordres de grandeur, donc c'est maintenant qu'il faut opérer le changement assez radical. Alors, je vous ai mis ici assez macroscopiquement les résultats des travaux qui sont issus du plan de transformation de l'économie sur la partie industrie. Ce qu'on raconte là-dedans, c'est que si on veut atteindre nos objectifs là, de moins 80% en 2050, il y a 3 choses à faire. Continuer le progrès, en gros, continuer à améliorer l'efficacité de nos process. Donc ça, dans nos estimations, ça pèsera pour à peu près 40% du gain attendu. Des ruptures technologiques, je vous en ai cité quelques-unes ici, donc un recyclage fort des plastiques, la capture et séquestration du carbone, et puis l'hydrogène dit vert pour les engrais et les aciers. Ça, ces ruptures techno, sous réserve que les conditions soient réunies pour qu'elles arrivent, ça nous fera faire à peu près 40% du chemin aussi. Il restera une brique qu'on a appelée sobriété, que d'aucuns peuvent dire faire moins, qui représente un truc non négligeable d'à peu près 20% du chemin qui restera à faire. Donc ça, là aussi, je vous ai cité quelques exemples, dont un qui peut nous toucher assez directement, c'est la baisse des kilomètres parcourus en voiture, et donc en premier ordre, la baisse de la production automobile à l'horizon 2050. Ce 20%, on a essayé de le contenir au maximum, mais il est clair que si on n'arrive pas à faire les ruptures technologiques ou si on n'a plus de gain en efficacité, cette part sobriété, forcément, sera supérieure. Très concrètement, pour les différentes industries et les différentes entreprises, ça veut dire il va falloir mettre en place opérationnellement cette affaire de décarbonation pour les raisons qu'on a évoquées. Pour le dire très schématiquement, il y a 2 types d'actions à faire. Une première qui consiste à mesurer où sont nos émissions et où sont nos risques d'approvisionnement. Alors, on a cité les énergies fossiles parce que c'est le cœur du métier du shift, mais il y a d'autres ressources dont les approvisionnements sont à surveiller. Je pense sur les batteries, par exemple, au lithium, au cobalt, au cuivre ou à un tas de choses comme ça. Donc, il faut aussi sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Donc, mesurer, ça veut dire mesurer au niveau de l'entreprise. Donc, ça, c'est plutôt de l'ordre du bilan carbone. Mais ça veut dire aussi mesurer l'empreinte environnementale, donc les ACV, analyse en cycle de vie, des produits et des composants qu'on utilise. Et puis, en face de ça, une fois qu'on a mesuré, ce qui nous paraît important, c'est d'avoir une gouvernance carbone, c'est-à-dire qu'au plus haut niveau de l'entreprise, on est bien en tête ses risques, on est bien en tête ses trajectoires, et que l'ensemble de l'entreprise soit aligné là-dessus et que la stratégie de l'entreprise soit gouvernée par cette décarbonation. Donc, ça passera par la définition d'objectifs et d'une trajectoire qui soit compatible avec les 2 degrés de réchauffement climatique. Certainement un questionnement autour du business model de l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui, et puis de la mise en œuvre un peu plus opérationnelle qui peut prendre plein de formes diverses, de l'économie circulaire avec de l'éco-conception, du recyclage, de l'augmentation de durée de vie, de l'économie de la fonctionnalité. Enfin, j'en ai cité quelques-uns, mais je pense que les intervenants suivants pourront détailler ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est un ensemble un peu global qu'il faut mener, encore une fois, extrêmement rapidement. Pour finir, il y a d'autres raisons de décarboner nos activités, vos activités, en plus du réchauffement climatique et de la dépendance aux énergies fossiles. J'en cite 4. La résilience aux aléas. Alors, les aléas, ils peuvent être de tous ordres. Ça peut être du Covid, ça peut être une guerre en Ukraine, ça peut être n'importe quoi. Et on n'est certainement pas à l'abri que des trucs comme ça nous arrivent à nouveau dans l'avenir. Deuxième bonne raison, c'est de réduire son exposition au coût du carbone. Donc, il n'est pas complètement impossible qu'il augmente dans les années à venir.
Un troisième point, c'est d'anticiper les contraintes réglementaires. Vous êtes certainement déjà soumis à un certain nombre d'entre elles, comme les plans gaz à effet de serre ou d'autres contraintes comme celle-là, ou les appels d'offres dont Antoine parlait tout à l'heure. Et puis un quatrième point qui, à mon avis, devient un peu important, c'est de s'aligner avec les jeunes diplômés qui, vous l'aurez constaté, cherchent de plus en plus à avoir un job qui soit conforme à leurs aspirations personnelles. Et donc, le fait de rester attractif pour les nouveaux talents me paraît assez fondamental dans les années qui viennent. Et j'en ai fini. Merci de votre attention. Alors, je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. C'est vrai que du coup, c'est vrai que ça c'est un point sur lequel on soulève assez peu, le fait de l'attractivité, mais ça effectivement avec les mentalités qui changent, les jeunes qui arrivent sur le marché et puis tout ce qu'ils voient autour d'eux, il faut qu'ils viennent travailler en venant chercher du sens et que ce soit en cohérence avec leur vision de l'écologie. Effectivement, c'est vrai que c'est un sujet, ça fait partie des renforts d'attractivité. Effectivement. Du coup, alors, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions dans le chat, sinon on enchaîne, mais on pourra toujours revenir sur les questions d'après. J'avais quand même une question de mon côté, Laurent. Est-ce que finalement, pour les entreprises, mettre en place, tu parlais tout à l'heure dans la partie agir, mettre en place une gouvernance, est-ce que tu peux détailler un peu plus cette partie-là, la gouvernance écologique dans l'entreprise, comment ça se construit, comment ça se met en place? Est-ce que c'est uniquement dans le CODIR? Est-ce qu'il faut engager tout de suite les différents acteurs, les collaborateurs? Comment on embarque toute l'équipe finalement dans ce projet, quoi? Il n'est pas simplement une question d'économie, quoi. Non. Enfin, pour moi, je l'ai constaté dans les entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler. Hein. Si ce n'est pas le top management qui embarque l'ensemble de la société, on est à peu près sûr de ne pas y arriver. Donc, le premier point, c'est que le top management soit formé à ces enjeux-là, à ces enjeux climatiques notamment, et ait bien compris le monde il va être quand même beaucoup plus contraint que ce qu'il a été jusque-là, dans lequel l'entreprise va vivre. Et une fois que le top management est convaincu, j'allais dire, normalement, la stratégie devrait en découler. Normalement. Mais ça passera pour embarquer tout le monde par, à mon avis, de grandes séances explicatives, de formation de tous les collaborateurs à ces enjeux, ou à minima, en tout cas, de la sensibilisation sur le monde dans lequel on évolue d'une part, et la place que pourra prendre l'entreprise dans ce monde-là. Donc, compréhension, sensibilisation, formation, et après définition d'un projet d'entreprise qui soit cohérent et compatible de tout ça. Ouais. Après, opérationnellement, il y a un tas d'outils qui existent, hein, de stratégies d'alignement sur les objectifs climatiques. Et puis, il y a un tas de cabinets de conseil qui savent faire ça. Okay. Alors, le point fondamental, hein, quand même, au risque de me répéter, c'est former tout le monde, à commencer par les chefs. Ok, très bien. Très bien, très bien. Démarrer peut-être aussi par un diag un peu, une vue un peu 360 des actions qu'on peut mener, qu'on a déjà menées pour définir bien ces axes de travail et avancer de façon un peu stratégique et construite, quoi. Ok, très bien. Alors du coup, on a une question, alors un petit peu en décalage avec le sujet, mais en attendant, ça peut quand même apporter des éléments de réponse. Que pensez-vous de l'utilisation des clean tech pour les moteurs thermiques? Par exemple, les produits permettant de réduire l'encrassement et la pollution et d'améliorer la consommation des véhicules. Oui, ça peut être un levier de réduction des émissions du parc. En fait, l'électrification, mais je pense que vous avez tout ça en tête, hein, c'est que le rythme d'électrification du parc n'est pas suffisant
pour respecter nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Du coup, on ne peut pas jouer que sur le marché du véhicule neuf si on va respecter les points de passage 2030, par exemple. Il faut aussi jouer sur le parc, sur la réduction des émissions du parc. Donc là, il peut y avoir plein de leviers possibles, de l'éco-conduite, de la réduction de vitesse, il peut y avoir de la réduction des kilomètres parcourus, tout simplement, et il peut y avoir de l'amélioration de l'efficacité des voitures thermiques telles qu'elles sont aujourd'hui. Et s'il y a des produits miracles qui permettent de gagner 2, 3, 4, 5% de conso, bah, c'est toujours bon à prendre sur le parc. Ok, ça marche. On a une nouvelle question sur, pensez-vous que les grandes écoles soient en phase pour former les futurs dirigeants à la transition? Non. Ok. Une autre question? Je dirais plus loin, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils mettent en place? Comment est-ce qu'il faudrait qu'elles forment du coup les jeunes comment est-ce qu'il faudrait qu'elles forment les jeunes du coup finalement Ouais. pour pouvoir parce que c'est vrai qu'effectivement on a assez peu de quand on regarde les formations qu'on a autour de nous, je regarde sur notre territoire, on a assez peu voire pas en fait ou très très peu de formations dédiées sur ces sujets environnementaux et et pour autant, en face de ça, l'État nous propose des aides pour embaucher des ressources dédiées à la décarbonation de nos sites. Mais si on n'a pas les compétences qui vont bien en face, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Non, mais ça, c'est un vrai sujet dont le shift s'est emparé il y a maintenant quelques années, en faisant un constat assez triste, hein, qui est qu'il n'y a même pas, alors je vais peut-être dire une bêtise, hein, il n'y a même pas 10% des écoles qui ont un contenu climatique, ressources qui tiennent à peu près la route. Même pas 10%. Et pour le coup, le Shift a engagé de gros travaux avec l'INSA, les INSA même, et puis avec les écoles de commerce pour construire des programmes qui permettent d'avoir des futurs managers qui tiennent la route sur ces sujets-là. Mais ça prendra un petit peu de temps parce qu'il faut déjà il faut convaincre les directeurs d'établissement, il faut changer les programmes, il faut former les enseignants, former les élèves et attendre que les élèves soient à des postes de management importants. Ça prend peu de temps, effectivement. Ok, très bien. Alors, on parlait une question encore. Alors, attends, j'en ai deux qui sont tombés là. Quid de la captation carbone au pot d'échappement? Efficace, nécessaire, trop limité? C'est un peu la même réponse que tout à l'heure. Si ça peut servir à décarboner le parc en attendant que le parc soit 100% électrique, pourquoi pas. Par contre, je ne suis pas sûr de connaître la techno. Mais... Ok, alors du coup, je garde la question de Michael Bézard. Oui, ok, je vois qui c'est. De Michael Bézard, du coup, peut-être que la question va être répondue dans les deux prochaines interventions. Effectivement, est-ce que vous avez des retours d'expérience de mise en place de plans d'action réalistes avec des objectifs motivants suite à la réalisation du bilan carbone? Du coup, je pense qu'effectivement, on va avoir des actions concrètes dans les interventions de M. Lucan et M. Battu. Et donc, du coup, je propose qu'on en fasse ça. Et du coup, si jamais ça ne va pas, Michael, tu me redis, on reposera la question du coup de façon plus globale. Et puis voilà. Ok, très bien. Du coup, merci beaucoup, Laurent. Merci. Et du coup, je vous propose du coup qu'on enchaîne tout de suite avec l'intervention de Philippe Lucan de chez John Deere. Alors, si il est là, normalement, la technique, c'est calé. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Et du coup, je vous laisse simplement partager votre écran et puis on va être bon. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne? Vous voyez mon écran, hein? Pas du tout, mais ça va venir. Alors, attendez. La technique n'est pas avec nous aujourd'hui. Voilà, là, ça commence à... Là, vous voyez tout, là? Là, je vois votre fond d'écran. Ouais, là, je vois. Tac, c'est ça. Eh bien, je pense qu'on va être pas mal. Là, on voit le côté mode présentateur. Ah, oui. Alors, comment il faut que je fasse? Ouais, il faut peut-être que je ferme. Je suis en double écran. Alors, attendez. Est-ce qu'il faut que je passe en écran simple?
Alors, bah, sinon, ouvrez simplement en grand votre PowerPoint, ça, on va s'en contenter. Fichier, Voilà, si je fais... ouais, je vais mettre étendre. Bon, vous voyez toujours en... Là, vous voyez quoi? En Voilà, mode... on voit votre PowerPoint en mode normal, mais allez-y comme ça si vous voulez, il n'y a pas de souci, c'est pas un souci. On va partir comme ça? Oui, oui, on y va comme ça, c'est bon, on voit assez bien. Eh bien, bonjour à tous. Allez, go. Je vais vous présenter un retour d'expérience sur notre GTC, Gestion Technique Centralisée, donc au sein de la société John Deere, située à Arc-les-Grès en Haute-Saône, dans l'Est de la France. Nous sommes constructeurs de machines agricoles, donc dans l'industrie métallurgique. Donc, nous fabriquons des presses à balles rondes et des chargeurs frontaux pour, on va dire, le monde entier, sauf les États-Unis. Nous avons 4 process au sein de l'usine, donc découpe laser, pliage, soudure, peinture, assemblage. On consomme actuellement 17 gigawattheures de gaz par an, 3 gigawattheures pour le chauffage des locaux et 14 gigawattheures pour la peinture. Alors au niveau, je vous ai fait un petit diagramme sur la répartition de nos ateliers. C'est juste, en fait, pour vous expliquer, on a nos 4 ateliers, quoi, de tôlerie, soudure, peinture, assemblage. On rentre de la tôle le lundi et les machines sont soudées, peintes, assemblées. Elles sortent le mardi après-midi terminées. Donc, on a une forte valeur ajoutée. On consomme 12 000 tonnes de tôle par an. On a une surface usine de 42 000 m² couverts, 140 000, on a 14 hectares, et on a 40 000 m² d'atelier et 2 000 m² de bureaux. Nous avons mis en place notre GTC en 2009-2010 par la société FH, et c'est le logiciel Panorama qui a été fourni par la société Codra. Ça a coûté 350 000 €. Et nous sommes tout en câblage filaire. On n'a pas de réseau Wi-Fi. Enfin, on a un réseau Wi-Fi pour l'usine, mais pas pour notre GTC. Donc, tout est en câble. Nous avons une trentaine de compteurs électriques, une dizaine de compteurs d'eau, 25 compteurs de gaz naturel, et on gère 40 zones avec notre GTC. 30 zones de production, 6 ateliers de bureaux d'études et 4 zones de bureaux. On a dédié la GTC surtout pour les ateliers de production. On a encore des progrès à faire sur le tertiaire, mais on s'est focalisé sur les ateliers de production. Alors, comment ça marche? Donc, le logiciel, il pilote différents ateliers qui sont découpés en zones. Et dans chaque zone, vous voyez, par exemple, en fait, là, c'est la zone de l'assemblage. La zone 11, en fait, pour chaque zone, le chef d'atelier, il remplit un calendrier. Donc, le contremaître est honneur, il est propriétaire de la déclaration d'occupation de sa zone. Il va déclarer les heures de travail, de 4 heures du matin à midi pour une équipe, et puis de midi à 20 heures pour la deuxième équipe. Et vous voyez que le 10 avril qui était férié, donc c'est pas déclaré, donc on va être en inoccupation. Et donc pour chaque zone, on pilote les températures d'occupation. Donc on a des températures entre 14 et 16 degrés. Et puis les températures d'inoccupation, nuit, week-end, où on a des températures entre 7 et 9 degrés. On pilote l'éclairage avec des petites anticipations. Ça se met en route un quart d'heure avant la production et ça doit se couper un quart d'heure, 20 minutes après la production. On a des électrovannes d'air comprimé et de gaz de soudure qui se mettent en route une demi-heure avant la prise d'équipe et puis qui se ferment 20 minutes après la prise d'équipe. Puis on met en route les aspirations de fumée en soudure et il y a quelques démarrages de bandes rodage pour chauffer l'huile. Pour tout ce qui est, il y a un peu on pilote un petit peu de process. On fait 2 choses avec notre GTC. On a une partie suivi des consos, donc eau, gaz naturel, électricité, air comprimé, et du pilotage, comme j'expliquais tout à l'heure, température, éclairage, et puis des électrovannes sur l'air comprimé et les gaz de process, gaz de soudure. Alors, je vais vous montrer quelques exemples d'applications. Tout d'abord, en fait, pour chaque zone, vous avez des courbes
Vous voyez tout d'abord la température de la zone qui est en orange, là, qui monte la journée quand la température extérieure monte. Vous avez la température de consigne en bleu, c'est le petit trait bleu qui est ici, la température extérieure en rouge, et au final, l'échauffage en jaune qui se déclenche quand la température de la zone est en dessous de la température de consigne. Et vous voyez que la nuit, non pas la nuit, la journée où la température de la zone est au-dessus de la température de consigne, l'échauffage ne se met pas en route. Donc le jaune ne se met pas en route. Pareil pour le gaz de peinture. Ici, vous avez une décomposition de la consommation de gaz à chaque étape du process heure par heure. On a la même chose sur la semaine. Donc, on peut voir les pics de conso le lundi matin à la mise en route des bains. On s'en sert aussi, la GTC, pour suivre les niveaux de nos cuves de gaz process. C'est plus de l'information avec des messages d'alerte en cas de baisse de pression, en cas de baisse de niveau. Et puis, ça fait un backup de la télésurveillance du fournisseur en cas de défaillance. On suit aussi nos consommations électriques. Vous avez la consommation, on a une vingtaine de compteurs. On suit notre consommation online. Vous voyez en jaune, là, 1,4 MW. Et puis, on relève nos consommations électriques sur chaque Canalis. Et à chaque fois qu'on installe une nouvelle machine, ça permet de vérifier si les câbles électriques sont bien dimensionnés. Alors, quelques retours d'expérience. Donc, mesurer les consommations d'énergie, c'est bien. Piloter, c'est mieux. C'est-à-dire qu'une GTC qui mesure des consommations, mais qui ne pilote aucune température, ne sert à rien. Si c'est pour faire que de la visu, si vous pilotez rien, il n'y a pas de valeur ajoutée. Il faut faire attention au dimensionnement des compteurs de gaz. On s'est fait piéger plusieurs fois avec des compteurs trop gros. Il faut vérifier les débits, les plages de comptage des compteurs de gaz, et vérifier aussi que le comptage est bon. Donc, de temps en temps, on fait des doubles vérifications. On a, par exemple, en peinture, on a des sous-compteurs et on a un compteur total. Puis, on fait la somme des sous-compteurs pour vérifier que le compteur total, enfin, on arrive à faire la somme, quoi. Et ça permet de vérifier s'il y a des sous-compteurs qui sont défaillants. Parce qu'il y a un compteur, au bout de 10 ans, il peut y avoir une tête à remplacer ou un compteur qui tourne pas bien, un faible débit. Donc, c'est des petits pièges à éviter. Il faut penser à dédier une personne au pilotage de cet outil. C'est environ une journée par mois pour le service travaux. Il faut penser à faire évoluer l'outil au fil des années avec les nouveaux projets. Quand on a une machine, quand on a un nouveau départ électrique, il faut penser à mettre des compteurs, il faut faire évoluer le système. Il faut penser à faire des contrats de maintenance avec le développeur. Et enfin, responsabiliser le personnel à ce nouvel outil. Il faut former les contremaîtres, les chefs d'atelier pour dire, ben voilà, la GTC, c'est une nouvelle culture. Si vous avez oublié de déclarer vos heures de présence, eh ben, les ateliers seront dans le noir. Donc, ils sont piégés une fois et puis après, le lendemain, ça va mieux, quoi. Donc, il faut changer le mode de culture. Alors, quels sont les gains? Alors, des gains directs d'une GTC, c'est forcément difficilement chiffrable. Après, on verra qu'on a fait des projets, on a eu quelques gains. Et tout d'abord, la GTC permet d'adapter les consommations d'énergie en fonction des heures d'ouverture. Si on travaille en une équipe ou en deux équipes, on a vraiment en fait une variation de la conso d'énergie par rapport à l'activité. Et on a pu démonter tous les automates de chaque atelier pour remplacer par notre GTC. Avant, à chaque fois qu'on changeait d'horaire, parce que ça nous arrive d'être en modulation, donc il fallait changer tous les automates. Là, on n'a plus d'automate. L'automate, c'est la GTC, c'est très flexible. Il suffit de changer l'horaire d'ouverture, changer la consigne, et ça se fait tout seul, quoi. Du coup, on peut diminuer nos consommations d'énergie la nuit et le week-end, et de mettre des consignes de température différentes en fonction du type de travail. Quand on travaille dans un magasin pour faire du stockage, les consignes sont différentes que dans un atelier où il y a beaucoup de travail physique, notamment en soudure. Ça permet de responsabiliser les chefs d'atelier
Et grâce à la GTC, on a pu faire une cartographie des consommations d'énergie, ce qu'on appelle une heat map. Donc, on a pu faire cette cartographie en juin 2021. Vous voyez la répartition de nos consommations d'énergie en kilowattheures par mètre carré. Et on peut identifier donc les points chauds, les points rouges et oranges de forte consommation d'énergie. Donc, on l'a soit en kilowattheures par mètre carré, soit en euros. Et ça permet de driver nos plans d'investissement pour isoler nos toitures, changer des chauffages. Et en fait, voici le résultat de nos coûts de chauffage sur les 9 dernières années. Donc en 2015, on consommait, donc le pic c'était 2017 avec un peu plus de 6 gigawattheures par an pour un budget presque de 300 000 euros. Et en 2023, on talonne presque les 2 gigawattheures par an et on prévoit de finir à 82 000 euros en coût annuel de chauffage. Donc, on sera passé de 6 gigas à presque 2 gigas. Donc, on a divisé pratiquement par 3, quoi, entre 60 et 62%. Et qu'est-ce qu'on a fait de changement radical sur les 9 dernières années? On a fait 2 choses. On n'a pas fait des choses formidables. On a fait de l'isolation de toiture. On a isolé 7000 m² et on a changé des chauffages radiants. On avait des chauffages radiants des années 80 qui avaient un rendement de 50%. On les a changés par des radiants, on est toujours au gaz, avec des rendements de 80%. Et à chaque fois, on gagne 30% sur une dizaine de radiants. On a changé des aérothermes par des chauffages radiants. Et on a modifié des coefficients d'anticipation de chauffage pour que les chauffages démarrent le plus tard possible. Et en poursuivant notre plan d'isolation, combiné avec le plan de renforcement des chauffages radiants, on a encore un potentiel pour baisser nos consommations de gaz de 65%. Voilà, si vous avez des questions. Yes, moi, du coup, j'ai des questions. Du coup, je me souviens pendant nos échanges préliminaires, du coup, à cette intervention, vous aviez quand même aussi un regard un peu critique sur la démarche et que j'ai pas retrouvé là dans votre présentation. J'avoue, je suis resté sur ma faim. Je m'attendais à retrouver un peu plus ces éléments-là sur finalement, enfin voilà, il faut faire des chantiers effectivement, mais c'est pas, enfin il faut que ça ait bon, au moins que ça ait un but, que ce soit bien mené. Il faut prendre le temps faut prendre le temps sur les actions qu'on mène. Voilà, c'est pas de l'écologie pour faire enfin de la décarbonation pour faire de l'écologie à tout prix, quoi. Ah non, non, il y a des retours économiques. On s'en aperçoit. On s'en aperçoit une fois qu'on a fait des projets, hein, qu'on peut les valoriser, quoi. Ouais. C'est ça. Mais du coup, comment finalement se lancer dans ces démarches-là? Enfin là, du coup, vous nous proposez, enfin vous nous présentez du coup un projet qui est quand même assez conséquent. Enfin, du coup, c'est comment dire, il était conséquent en termes d'investissement, il est conséquent aussi en termes de retour et d'économie. Si vous aviez à refaire ce projet-là, par exemple, est-ce que vous le referiez de la même façon si vous aviez à le faire aujourd'hui? Ouais, je pense. Et aujourd'hui comme en 2012, en fait, il y a une volonté du groupe à réduire nos gaz à effet de serre. Donc, ça date des années 2010-2012 de pousser les usines à réduire leur consommation de production de CO2. Et donc, la GTC, c'est un des outils pour pouvoir identifier les plus grosses parties. Les plus grosses parties de gain, ouais. Ouais, ok. Et au démarrage, vous vous étiez fait accompagner ce projet-là pour identifier quel était le sujet principal par où Il y a démarrer eu pour un vous? audit énergétique de fait dans les années 2005 et Ouais, la GTC est née en 2009-2010. Donc, il y a eu un diagnostic de fait à l'usine dans les années 2005-2006. d'accord. Voilà, Ce qui vous a permis ce qui, finalement de vous guider sur le ouais, de sujet justifier prédominant. le. Ouais. Voilà. Ok, très bien. Très bien, très bien. J'en profite. Alors, attendez, parce que du coup, je suis pas dans les trucs de questions-réponses. Tac, tac, tac. Et alors, du coup, est-ce que vous avez eu un projet de récupération de chaleur des process pour le chauffage? Le chauffage, Et on est en train d'étudier un process de récupération de chaleur de la peinture, un process de récupération d'énergie fatale.
Ça, on l'a fait, on a fait une étude et on va passer à l'action dans l'année prochaine. Parce que là, on s'est focalisé sur le chauffage et puis on a beaucoup de chaleur de perdu par le process. Donc la GTC aujourd'hui, elle supervise toutes les consos d'énergie du chauffage. Et maintenant, il faut qu'on s'attaque au dur qui est la peinture. Ok. Et alors ensuite, est-ce que vous aviez envisagé le photovoltaïque de votre côté? Oui. On est en train de regarder. Vous travaillez dessus en ce moment aussi, ouais. On travaille dessus. D'accord. Sachant que nos émissions de CO2, c'est 80% de gaz et 20% d'élec. Donc, enfin, 10% d'élec et 90% de gaz, pardon. C'est pour ça qu'on s'est donc focalisé sur le sujet gaz. était plutôt prioritaire sur le gaz, effectivement. Très bien. Ok, bah écoutez, merci beaucoup, M. Lucan. On va passer la main du coup maintenant pour compléter vos propos à M. Battu. Normalement, les problèmes de son sont réglés. Alors, on va avoir l'accent du Sud parce qu'en plus ici, il pleut. Donc du coup, je suis vraiment content de vous avoir aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc, alors, du coup, ouais, on vous entend, ça c'est bon. On vous voit pas encore, mais ça va pas tarder. Et puis, vous allez partager. Alors, j'essaye de partager mon écran. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose pour l'instant. Pas encore. Alors, je vais refaire la manip parce que ça peut l'air de fonctionner. Tac, là ça va peut-être commencer. Ouais, c'est bon. Par contre, la caméra, je ne sais pas si elle fonctionne. Là, c'est bon. Voici. Vous me voyez également. Super. On vous voit, on vous voit. Bonjour à tout le monde. Voilà, on vous voit en mode. Là, par contre, vous êtes en mode Je vais mettre présentation classique. Hein, voilà. Donc voilà. Et bien, c'est parfait. Nickel. Bonjour à tout le monde. Donc Thierry Batut, je suis ingénieur énergie sur le site de Rodez. Je fais partie du groupe Bosch depuis 25 ans déjà. Donc le site de Rodez Bosch, on se situe dans le sud de la France, comme vous l'entendez, en Aveyron. On fait partie du groupe Bosch. Donc dans le groupe Bosch, il y a 4 grandes divisions. Une division sur laquelle nous fabriquons des solutions pour la mobilité, d'autres pour la technique industrielle, d'autres pour les biens de consommation que vous connaissez plus du grand public, mais d'autres techniques également pour tout ce qui est énergie du bâtiment, pilotage du bâtiment, intégrant la sécurité. Le site de Rodez, c'est un site où il y a à peu près 128 500 m² de surface, au sol, 55 000 m² de bâtiments couverts, et on est un site de production principalement. On produit en série des équipements pour les motorisations diesel. On a 3 produits phares, des injecteurs que l'on a dû arrêter l'année dernière, mais on a des bus d'injection, des bougies de préchauffage et des activités d'usinage principalement sur des activités et également diesel. Bon, le site est actuellement en cours de reconversion. On a beaucoup de démarches innovation pour pallier à la baisse d'activité des activités conventionnelles diesel. Donc, on travaille sur des solutions hydrogène. Donc un produit qui s'appelle Fresh2, qui est dédié à remplacer les solutions de groupes froids qui sont aujourd'hui alimentés par des petits moteurs diesel, par des solutions hydrogène, par des piles à combustible hydrogène. Nous avons également un autre secteur de diversification qui est une offre de produits et de services. En fait, on est capable, avec nos services techniques, de développer des solutions de montage, de lignes de fabrication pour fabriquer des produits, accompagnés avec du service. Ça peut être du conseil en conception jusqu'à la réalisation finale du produit fini. Voilà. Après, on a une dernière démarche aussi sur la partie innovation, où on essaye de développer d'autres solutions innovation pour amener des nouveaux business sur le site, principalement pour des activités liées à la mobilité. Donc le site de Rodez, comme je vous ai dit, on a 3 grandes sources d'énergie. L'électricité, à peu près 28 000 MWh d'électricité. Ça, c'est le plus gros poste, à peu près 85% de nos consommations. Ensuite, on a un poste bois pour la partie chauffage usine et également la production de chaux pour du process et d'eau chaude sanitaire. Et également, peu d'utilisation, mais on en a encore, du gaz pour les compléments de chauffage et les activités également d'eau chaude sanitaire et l'alimentation du restaurant d'entreprise de certaines activités. Voilà. Donc, il faut savoir que le groupe Bosch, depuis des années, travaille sur la réduction de ses émissions de CO2. On a plusieurs phases
de stratégie. En 2012, on avait pour objectif de réduire nos consommations de 15% des émissions de CO2 avec un référentiel 2007. Ensuite, on est passé à 35% par rapport à un référentiel 2012. Et en 2020, le site a souhaité s'orienter vers une stratégie zéro CO2 en se focalisant sur 4 principaux piliers qui sont continuer à travailler sur l'efficacité énergétique sur les différents sites de fabrication, la production d'énergie renouvelable sur les sites, un peu comme nous l'avons fait avec la chaudière biomasse, l'achat d'énergie verte et l'achat également des mécanismes de compensation carbone pour les résiduels liés aux consommations de gaz et d'énergie fossile. Voilà, il faut savoir que depuis 2020, le groupe nous demande d'acheter de l'énergie 100% renouvelable et nous, pour les activités en France, pour les différents sites en France, nous sommes approvisionnés en énergie renouvelable, principalement hydraulique. Voilà. Après, on a un autre objectif à l'horizon 2030, c'est de travailler sur le 3e scope des émissions de CO2, qui est lié plus à la chaîne de valeur, à la logistique, le déplacement des collaborateurs, qui est de réduire de 15% sur cette partie-là à l'horizon 2030. Voilà. Bon, ce que je n'ai pas dit après sur le groupe Bosch, on a à peu près 420 000 collaborateurs, 400 filiales. Et voilà, on est répartis sur les différents secteurs de fabrication que je vous ai expliqué. Voilà. Donc, pour le site de Rodez, notre démarche, elle ne date pas de 2020, elle date déjà d'une bonne quinzaine d'années. Comme les collègues qu'on a entendus de John Deere juste avant, on travaille depuis longtemps sur ces activités-là. On a commencé par des diagnostics énergétiques de l'ADEME, c'était en 2005, il me semble bien. Ensuite, on a travaillé avec un bureau d'études techniques spécialisé sur l'efficacité énergétique pour faire de l'instrumentation principalement sur les utilités générales, sur lesquelles on avait identifié les plus gros potentiels de gains sur les consommations énergétiques. Je pense à la production de chaud, à la production de froid, à la production d'air comprimé, tout ce qui est lié aux bâtiments et aux utilités générales. Voilà. À partir de 2012, on a fait le choix d'impliquer l'ensemble des collaborateurs de l'usine, de la direction jusqu'aux ouvriers qui sont sur des machines de fabrication, dans une démarche de management de l'énergie en lien avec la certification ISO 50001. Donc, ça s'articule par plusieurs niveaux de progression, avec des mises en place de toute une série d'actions. La première, c'était déjà de former les collaborateurs, de convaincre de l'utilité et du besoin de travailler sur la thématique énergie et d'économiser de l'énergie. Le deuxième, c'était de faire de l'instrumentation. On en a parlé, la personne avant en a parlé chez John Deere. On a mis beaucoup de compteurs énergie sur l'ensemble de l'usine, que ce soit sur les utilités générales, mais également sur l'ensemble des secteurs de fabrication. Aujourd'hui, nous avons à peu près 200 ou 300 compteurs qui sont positionnés un petit peu partout dans l'usine pour mesurer la consommation de niveau global usine jusqu'au niveau production et jusqu'au niveau atelier. Voilà. On a mis en place ces compteurs-là à partir de 2012 jusqu'à 2015. On les a connectés sur notre système de gestion technique centralisé dans un premier temps. Et ensuite, on a mis en place une interface web logicielle sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation, sur lesquelles on est capable, sur une page web, faire remonter toutes les données de consommation énergétique de tous les secteurs de fabrication de l'usine en vue d'amener de la transparence sur ces données-là et que chaque collaborateur de l'usine puisse visualiser ses consommations et surtout identifier des potentiels et des opportunités d'amélioration, de réduction. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième levier. Dans un temps suivant, en fait, on a travaillé également sur l'amélioration des machines de fabrication, mais également des installations avec une démarche Lean Energy. Je m'explique, c'est en fait d'avoir des installations beaucoup plus performantes et qui amènent les énergies au plus près de besoins de l'usine. Je pense à notre part de compresseurs d'air sur lesquels on a des compresseurs à débit fixe et d'autres à débit variable pour ajuster la distribution d'énergie au plus près du besoin réel des fabrications. C'est vrai pour l'air comprimé. Nous l'avons également fait pour la production de froid, pour distribuer le froid au plus près du besoin réel
de l'usine. Pourquoi nous avons fait ça? C'est parce qu'il y a une dizaine d'années, on avait un plan de charge usine qui était vraiment full, assez complet, avec un modèle horaire qui couvrait 7 jours sur 7, même le week-end, avec la nuit également. Et depuis 2015, on voit de fortes fluctuations au niveau de l'activité et on s'aperçoit que nos installations étaient parfois surdimensionnées et surconsommées par rapport aux besoins réels de l'usine. Donc, en fait, le fait d'avoir des installations avec de la variabilisation de la production, ça nous a permis de faire des économies d'énergie au niveau de la production. Après, au niveau de l'utilisateur, la démarche d'Inenergy est d'utiliser leur propre machine de fabrication au plus près du besoin réel. En gros, ne pas laisser tourner des machines de fabrication pour rien, essayer d'optimiser le fonctionnement des machines au plus près du besoin de la production. Et ce que l'on a mis en place, c'est le levier suivant. C'est une démarche qu'on appelle de shutdown management, en fait, en impliquant l'ensemble des collaborateurs, en faisant des checklists arrêt-redémarrage, et essayer, en fonction du modèle horaire et de la production, d'arrêter les machines qui n'étaient pas nécessaires, soit de les mettre en veille quand il y avait des arrêts plus courts, mais surtout d'optimiser ce fonctionnement-là en vue d'abaisser le talon bas de consommation sur des périodes basses. Ça peut être sur des périodes de week-end, des périodes de vacances sur une semaine, ou des périodes même en semaine sur lesquelles on a des effectifs réduits et des activités en baisse. En gros, l'idée, c'est de réduire ce talon bas de consommation au plus près. Voilà. J'y reviendrai après avec l'utilisation du logiciel qui nous a aidé à faire ça. Et le dernier levier, en fait, c'est l'intégration d'énergie, on va dire, verte sur le site, avec une production de chaud avec de la biomasse. Nous avons une chaufferie bois depuis 2013. Sur lesquels en fait, on a signé une convention avec l'ADEME de façon à identifier cette énergie comme verte, comme biomasse, avec un approvisionnement en bois local, avec une maîtrise de la qualité de l'énergie entrante. En fait, on n'achète pas des tonnes de bois empelés, mais de l'énergie sur lesquelles on maîtrise la qualité du bois, la granulométrie, mais principalement l'humidité et le pouvoir calorifique qui en découle. Donc, depuis 2013, on essaye d'optimiser ce fonctionnement-là et de travailler, d'utiliser au mieux la chaufferie bois pour couvrir au maximum les besoins de chauffage. La partie chauffage au bois sur le site nous a permis de réduire d'un seul trait de 15% l'empreinte carbone du site. Ensuite, sur la partie management des énergies, si je rentre un peu plus dans le détail, l'énergie verte, je viens d'en parler. On a réduit de 15% l'empreinte du site, mais également de 40% la facture de chauffage, puisque notre énergie bois en approvisionnement local nous coûte beaucoup moins cher que le gaz, en particulier aujourd'hui avec les fluctuations connues des prix de l'énergie, en particulier du gaz. Voilà. Donc, ce que vous voyez sur l'écran au milieu, en fait, c'est notre interface web logicielle sur lesquelles on a des remontées d'informations sur nos consommations énergétiques, d'un point de vue global usine jusqu'au détail de chaque fabrication et jusqu'au détail même de certaines machines les plus énergivores. C'est quelque chose que l'on a mis en place en 2015, qui a été développé par le groupe, par nos filiales en Allemagne. Et l'idée, en fait, c'est de faire du monitoring énergie en temps réel, mais également de mettre en forme des bilans, des rapports de consommation et faire remonter des anomalies avec des alarmes, des rapports automatiques pour dégager des indicateurs de performance énergétique et surtout de permettre à chaque collaborateur sur des PC individuels, des ordinateurs individuels ou même des écrans ateliers à suivre les consommations des différents secteurs pour travailler sur l'approche Lean Energy et éviter toute forme de gaspillage qui peut être les gaspillages liés aux consommations résiduelles sur des machines en fonctionnement qui ne devraient pas l'être, sur des fuites d'air par exemple, et autres. Voilà. Donc cet outil-là nous permet pas mal de progresser sur le management de l'énergie et de consolider notre certification ISO 50001 que l'on a depuis 2014. Voilà. Donc en gros, l'outil nous permet de visualiser, d'alerter et de faire des améliorations. D'autres gros leviers sur lesquels on a travaillé, c'est l'efficacité énergétique, non seulement sur les installations générales, mais également sur les machines de fabrication.
Nous avons également travaillé et mis en place des systèmes de récupération d'énergie pour la partie chauffage usine sur des compresseurs d'air. Nous avons des compresseurs d'air aujourd'hui qui sont refroidis avec un circuit d'eau de refroidissement avec des tours de refroidissement extérieurs. Pareillement, sur les groupes d'eau glacée, process et rafraîchissement, nous avons le refroidissement de ces installations par un circuit d'eau de refroidissement sur lesquels on a pu récupérer les calories et au travers d'un échangeur, on les réinjecte sur le circuit de chauffage et ça nous permet de chauffer l'usine sur des saisons intermédiaires avant la saison de chauffe. Je pense au mois de septembre, octobre jusqu'à novembre l'année dernière et à partir du mois d'avril, mai, pour éviter de faire tourner les installations de chauffage sur des périodes où on a moins besoin de chauffage. Voilà. Et sur l'année dernière, un autre point sur lequel nous avons travaillé, qui nous est demandé, comme tout industriel, sur la partie sobriété énergétique, qui a été déclinée par l'État, mais c'est quelque chose déjà que l'on travaille depuis beaucoup d'années. En gros, nous avons mis en place toute une autre série d'actions pour essayer encore de limiter les gaspillages et réduire les consommations. Je pense notamment à la régulation de chauffage en réduisant les consignes de température, en essayant de mettre en place des choses pour vraiment essayer de diminuer les consos sur certains postes, en particulier sur le chauffage, également sur l'éclairage. On a mis beaucoup d'éclairage LED sur nos ateliers de fabrication, mais également sur les bureaux, sur lesquels on a mis en place des systèmes avec des éclairages automatiques pilotables et pilotés, et de la détection de présence également, voilà, de présence et également de luminosité. Par exemple, les bureaux qui sont inoccupés s'éteignent automatiquement et redémarrent en fonction de la présence. Voilà. Alors, d'un côté, on a la partie comportementale avec la formation et l'information des collaborateurs pour piloter leurs équipements et être acteur de la baisse des consommations d'énergie. Ça, c'est la partie comportementale, mais on a quand même des solutions qui sont automatisées avec des technologies innovantes, automatiques, de façon à réduire les consommations des différents postes. Voilà. Donc, si on revient aux 4 piliers de la stratégie, je vous ai dit qu'on avait des objectifs de réduction à l'horizon 2030 de consommation énergétique. À l'échelle du groupe, c'est 1,7 TWh de gain d'énergie à l'horizon 2030. Ça représente à peu près 22% sur la consommation du groupe sur 7 ans. En fait, ça a été mis en place déjà à partir de 2020, donc c'est sur les 10 années qui arrivent. Avec toujours continuer par l'intégration de technologies performantes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, c'est-à-dire piloter au juste besoin de nos consommations énergétiques, et la partie monitoring sur lesquelles j'ai évoqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe met à disposition des budgets spécifiques pour la partie efficacité énergétique et la partie énergie renouvelable. On a chaque année la possibilité de demander des budgets spécifiques sur ces sujets-là. Nous, on a mis en place, par exemple, des systèmes de pilotage sur des installations d'air comprimé, des installations de froid. On est en train de regarder également sur de la production d'énergie renouvelable photovoltaïque sur les toitures et les parkings. Et en centrale, on essaye également, puisque le groupe souhaite continuer à être approvisionné en énergie 100% renouvelable, en électricité 100% renouvelable, soit par l'approvisionnement en achat d'énergie, mais progressivement en produisant notre propre énergie sur site par du photovoltaïque en autoconsommation. Voilà. Et un autre sujet sur lequel nous travaillons également en centrale au sein de Bosch France, c'est la contractualisation de PPA, Power Purchase Agreement, c'est-à-dire de contractualiser et de réserver un volume d'énergie renouvelable avec un partenaire extérieur sur lesquels on pourra mettre de l'investissement et réserver de l'énergie renouvelable sur des parcs soit éoliens, soit photovoltaïques. On a plusieurs pistes en cours de développement. En ce moment, les sujets PPA sont très convoités, donc on a plusieurs pistes, principalement sur de la production photovoltaïque au sol, notamment. Voilà.
Donc, j'ai fait un peu rapide, ce sont des notions assez générales. Je peux rentrer un peu plus dans le détail des sujets si vous en avez besoin. Mais en gros, voilà les grands axes de travail sur lesquels on a pu évoluer ces 10 dernières années. Ce n'est pas un sujet qu'on traite récemment. Voilà, c'est quelque chose qu'on a mis en place progressivement en impliquant non seulement les collaborateurs, mais aussi en investissant régulièrement sur ces sujets-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Moi, j'avais une Thierry, du coup, on avait échangé pendant la préparation aussi, là, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur finalement les difficultés que vous avez rencontrées pour mettre en œuvre tous ces chantiers? Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu des difficultés au niveau, je sais pas, des compétences internes dans les équipes? Est-ce qu'il y a des difficultés sur des choix de solutions? Parce que finalement, parfois, il n'y en avait pas beaucoup, parfois, il y en avait trop. Est-ce que vous avez des difficultés à l'intégration, à l'utilisation des solutions? Enfin, voilà. Alors, effectivement, on a eu des difficultés. Rien n'est simple. Sur la partie, je dirais, sur la partie implication de tous les collaborateurs, ce qui est important, c'est de pouvoir convaincre. Quand je parle d'information et de sensibilisation, mais le but, c'est avant tout de convaincre. Convaincre le fait que la démarche a du sens et a du gain. Aujourd'hui, on a beaucoup de collaborateurs qui proposent des solutions d'amélioration techniques principalement, mais on s'aperçoit que l'action humaine a beaucoup d'importance sur ces sujets-là. Je m'explique. On peut investir des centaines de milliers d'euros sur une technologie performante et innovante, mais si l'utilisateur final ne fait pas l'action de bien utiliser sa propre machine et de la faire fonctionner dans les meilleures conditions possibles, de l'entretenir, de l'arrêter correctement dans de bonnes conditions, l'action, elle n'a aucun sens. Voilà. Et il y a la partie technique, certes, mais la partie implication des collaborateurs est pour moi très importante. On fait beaucoup d'informations, mais on a parfois l'impression de se répéter, notamment sur des sujets qui reviennent souvent, je pense aux fuites d'air. Et nous, on essaie d'innover aussi en termes de communication en expliquant et en impliquant les collaborateurs, leur laissant proposer des solutions, leur laissant mettre en place des solutions pour que eux de l'amélioration. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que l'on a eu comme difficulté, si je reviens sur la partie plateforme énergie, sur lesquelles on a connecté toute une série de capteurs, de wattmètres, de débitmètres, on a été confronté pour les protocoles de communication à la sécurité informatique. Aujourd'hui, comme le collègue précédent de John Deere, on a principalement des choses qui sont connectées en filaire. Mais on a un système de sécurité informatique du groupe qui est assez, je vais dire restrictif, mais on est très sécurisé. Et donc, parfois, on a du mal à faire communiquer les éléments les uns avec les autres et de s'affranchir des barrières de sécurité informatique. Ça, c'est quelques difficultés que l'on a eues, parce qu'en fait, moi, j'ai un profil technique, mais principalement lié sur des activités techniques, ingénieur énergie, mais pas spécialement informatique industrielle. Et cet aspect-là, il faut développer des compétences et également en informatique industrielle, en industrie connectée, en industrie du futur. C'est pour ça qu'il a fallu qu'on se fasse aider de collaborateurs qui sont en interne et qui sont spécialisés sur ça, de collaborateurs aussi qui sont en Allemagne, qui ont développé des solutions, et aussi impliquer aussi les personnes de la sécurité informatique pour qu'on puisse rester dans des règles de fonctionnement qui sont compatibles au groupe. On fait partie d'un groupe allemand où il y a beaucoup de règles et la partie sécurité informatique est très importante. Et très importante. Quelques difficultés que l'on a eues. Voilà. Ok, ça marche. Alors, du coup, quelqu'un demande, David, du coup, demande si on peut connaître quels outils vous avez utilisés pour avoir le suivi complet de l'usine. Ah, le suivi, vous voulez dire le logiciel? Oui, j'imagine que le c'est. logiciel, en fait, c'est une interface. Je peux repartager mon écran, je peux vous le montrer en direct. Là. Ouais. Voyez, et en parallèle, je vais redemander à Michael, du coup, de savoir si finalement on a répondu à ces questions.
Voilà, je pose la question en parallèle. Donc, mais Là, allez-y, je vous vous avez laisse. par exemple Ah bah on voit l'interface pas, web logiciel. on voit Vous pas la du voyez coup. pas. Tiens, non, non. Ah, Ça, on voit attendez. votre PowerPoint là. Il faut que peut-être que je sorte du PowerPoint. Comment je fais pour Ah, sortir? Attendez, je vais revenir là. alors est-ce que tu peux repréciser ta question, du coup, histoire qu'on. New share. Tac. Là, vous devez voir bientôt. Est-ce que vous voyez comme une page web là? Ouais, c'est ça, c'est bon, ouais. Là, vous voyez, en fait, c'est une interface page web sur laquelle on fait remonter toute une série d'informations, de la puissance soutirée en temps réel du site, du COSFI par exemple, la part des fabrications, avec les 3 secteurs de fabrication. MSN, ce sont les nozzles, les buses en anglais. MSG, ce sont les glow plugs. Et MSI, c'est l'usinage injecteur que nous avons arrêté, mais nous avons encore des activités d'usinage. Là, vous avez la partie en temps réel de la production d'air comprimé. Et donc, cette interface-là, en fait, elle nous permet de collecter toute une série d'informations, d'avoir des données, mais également de paramétrer des graphes. Par exemple, là, vous avez la puissance usine que je vais ouvrir, la puissance soutirée usine avec les 7 derniers jours, les profils de consommation, le talon bas du week-end sur lesquels nous travaillons pour baisser le plus possible cette part-là. Alors, il faut que je ferme l'écran parce que j'ai quelque chose qui s'affiche. Voilà. On a la possibilité d'avoir les consommations également des différents bâtiments, que ce soit les bâtiments annexes ou les 3 bâtiments de production. Voilà. On peut rentrer au plus près des différents bâtiments, par exemple le bâtiment 103, avec la partie usinage et la partie étage. Alors, ce qu'on met en place avec cet outil-là, on a les possibilités de faire des remontées d'informations par page web, par mail, par SMS avec des seuils d'alerte. Par exemple, si je rentre sur la partie bougie, chaque semaine, on a un rapport automatique qui est édité par l'application sur lesquels on a les consommations des différents secteurs de l'atelier de la partie bougie, avec les canalistes, comme a évoqué le collègue de Johnny tout à l'heure, et les différents secteurs de fabrication qui peuvent être du montage, des catégories de machines. Et si vous descendez également sur la partie... j'ai du mal à descendre, je suis désolé. Je suis avec... là, par exemple, on peut mettre en forme des tableurs avec sur chaque secteur des mini, des maxi et des moyennes. On a la même chose pour la partie air comprimé, parce que l'air comprimé fait partie des usages principaux de l'usine. Donc là, en gros, les ateliers de fabrication bougies sont capables de suivre les profils de consommation d'air comprimé de chaque secteur. Le week-end, on suit particulièrement que le secteur soit bien à 0. Là, ici, c'est bien à 0. On incite les secteurs à fermer les vannes et d'arrêter complètement les machines de façon à avoir des consommations inutiles. Et on peut faire toute une série de paramétrages qui est assez simple à faire en fait, et par des remontées de pages web. Voilà. Alors, ce que l'on a mis en place également en fonction d'une approche plus orientée utilisateur, c'est d'automatiser des choses qui étaient relevées auparavant par papier, par les collaborateurs des agents d'exploitation qui faisaient beaucoup de relevés papier. Donc, en échangeant avec eux, on identifie à la méthode Design Thinking quel est votre besoin d'automatisation. Donc, par exemple, sur les installations de fluides de coupe, on leur a mis en place des suivis de paramètres qui sont susceptibles de suivre chaque jour pour la qualité d'approvisionnement en huile des ateliers. Par exemple, la pression de distribution, les températures, les débits de distribution. Par exemple, on met en place des mesures de delta P pour des indicateurs de colmatage de filtres. Pardon. On peut faire toute une série de choses. En gros, cette application-là, elle nous permet de connecter n'importe quel équipement qui est connectable, on va dire, avec des protocoles de communication diverses et variés. À partir du moment où on les connaît, on a facilement la possibilité de les paramétrer.
Et donc, voilà, mais tous les différents interlocuteurs et utilisateurs de l'usine ont accès à cet outil-là. Voilà. Ça, c'est très important en fait, pour impliquer les gens dans une démarche d'économie d'énergie. On doit leur donner une situation de départ et un objectif, une cible vers lequel on veut les amener. Comme chez vous, à partir du moment où vous suivez le projet. sur le LinkedIn, où vous avez intuitivement, en connaissant vos consommations, vous avez un comportement qui change et vous identifiez des opportunités d'amélioration. Nous, la première chose, ça a été de mesurer et donner des informations en termes de transparence énergie sur le site. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup Thierry. Merci beaucoup. Alors du coup, on va reprendre une question. On va reprendre la question de démarrage de Michael. Alors du coup, Michael, on a libéré ton micro. Si tu veux poser ta question directement, ce sera presque aussi simple, mais je pense que la question est plutôt destinée finalement à Laurent Perron. Je la pose pas. Enfin, je te laisse libérer ton micro, Michael, ou pas. Sinon, du coup, la question, c'était lors de la réalisation des bilans carbone sur les scopes 1, 2 et 3, on se rend compte que finalement les intrants sont prépondérants. Et le travail sur cet aspect-là, finalement, il reste assez vague. Et voilà, quid, alors du coup, on vient parler des impacts internes des différents projets, mais quid de ce qui est intrant à nos activités. Et on va déjà commencer avec ça. Attends, voilà, Mickaël a libéré son micro. Ouais, c'est bon, vous m'entendez là? Enfin, ouais, c'est bon, ouais, nickel. Oui, donc bonjour tout le monde. Donc oui, quand on fait un bilan carbone, on se rend compte de ça. Moi, je l'ai vu sur le site de l'ADEME où beaucoup d'entreprises qui sont comparables à nous ont fait leur bilan carbone. Et la crainte que l'on a, nous, c'est comment réussir à travailler sur 80% de nos émissions en motivant le personnel. De fait, travailler sur les énergies, sur nos déplacements, sur la gestion de nos déchets, ce n'est que, même si c'est déjà beaucoup, 20% de nos émissions. Et du coup, quels sont les repères qu'on peut avoir là-dessus ou les us et coutumes et comment on arrive à motiver les gens à travailler sur quelque chose qui est difficilement palpable pour eux, en fait. La question s'adresse à moi, c'est ça? Je pense à vous. Non, mais quelques éléments de réponse un peu génériques. En fait, la répartition suivant les scopes dépend beaucoup de l'activité de l'entreprise. Donc, il y en a qui sont très dépendantes en termes de bilan carbone de leurs achats. Il y en a qui peuvent l'être aussi beaucoup, notamment dans l'industrie automobile, de l'utilisation de leurs produits, c'est-à-dire le scope 3, comment il s'appelle, la aval, qui peut peser beaucoup. Sur les achats, je pense qu'on peut difficilement passer à côté de l'étude de la chaîne de valeur complète des fournisseurs et de regarder comment ils s'approvisionnent, où est-ce qu'ils s'approvisionnent, où est-ce que tout ça est fabriqué, avec quelle énergie. Et un bon moyen pourrait être de demander à vos fournisseurs, modulo le fait qu'ils soient compétents pour le faire, hein, le bilan carbone de leur... l'ACV de leurs produits qu'ils vous fournissent. C'est ce qui va être le cas de beaucoup de fournisseurs, hein, dont vous pourrez être vis-à-vis de vos donneurs d'ordre. Il n'est pas impossible qu'à court terme, ou à moyen terme en tout cas, vos clients vous demandent le contenu carbone de vos produits. C'est déjà le cas. Hein. Oui, c'est déjà le cas, oui. Et alors, est-ce que vous faites pareil avec vos propres fournisseurs? Alors, on est tellement petit par rapport à certains de nos fournisseurs que, en fait, nous, on a un petit peu de mal. ArcelorMittal, pour ne pas le nommer, a du mal à nous donner le bilan carbone de sa tôle. Et quand on achète nous, on est petit, hein, mais on achète entre 1000 et 2000 tonnes de tôle par an. Dans le bilan carbone, c'est prépondérant. Et on a difficilement un levier d'action sur cet aspect-là. Alors, ça tombe bien parce qu'Arcelor s'est lancé, au moins sur ses sites français, dans une décarbonation assez drastique de ses aciers. D'accord. Et après, alors je ne sais pas si c'est votre cas, hein, mais notamment sur les métaux, le fait d'augmenter le taux de métaux recyclés est un bon moyen de réduire son bilan. Hein. De prendre du recyclé plutôt que du neuf.
Oui, après, Voilà, aujourd'hui, on a déjà même du mal à avoir du neuf. Alors, du recyclé, aujourd'hui, ils se les battent tous. C'est un vrai sujet. Mais ça traduit le fait que tout ça est très, très interdépendant, hein. Vous n'avez pas forcément la main sur tout, même si ça peut peser beaucoup dans votre bilan. Mais ce qui est un peu rassurant là-dedans, c'est que tout le monde va être soumis aux mêmes contraintes. Et Thierry, du coup, vous vouliez compléter? Ouais, je voulais compléter un peu ce qu'a dit Laurent juste avant. En fait, nous, sur la partie automobile, effectivement, nous avons des clients qui nous demandent de travailler sur la partie décarbonation de nos produits. Quelle est notre démarche du groupe, mais quelle est notre démarche également sur le site? On a des clients automobiles qui vraiment souhaitent que les industriels de deuxième niveau s'orientent dans cette démarche-là. Alors, tout à l'heure, je vous ai expliqué la stratégie du groupe avec les 4 piliers. On a également une étape qui est en train une stratégie qui est en train de se mettre en place à l'échelle du groupe, c'est-à-dire de travailler sur la décarbonation de nos activités et de nos usages. Bon, je vous l'ai dit, sur le site de Rodez, on a déjà pas mal décarboné puisqu'on a pas mal de choses en énergie renouvelable, en approvisionnement et en bois. Mais le groupe nous demande à l'horizon 2030, sur les différents usages que nous avons, quelles sont les alternatives à la décarbonation? Pour les usages sur lesquels on utilise du gaz, quelles sont les alternatives et combien coûterait le remplacement de ces solutions conventionnelles par des nouvelles technologies dites décarbonées? Voilà, ça c'est quelque chose qui nous est demandé. Après, sur la partie produits et chaîne de valeur également, on a sur la partie logistique des indicateurs suivis et des actions à proposer et à mettre en place progressivement pour réduire ce poste-là. Voilà. Mais effectivement, sur la partie chaîne de valeur, c'est un peu plus compliqué. Après, un autre sujet également sur la conception des nouvelles machines. Sur nos cahiers des charges, quand on conçoit des nouvelles machines en interne ou qu'on achète des machines de fabrication en externe, on a mentionné dans nos cahiers des charges que les critères efficacité énergétique et économie circulaire soient intégrés. Voilà. On regarde sur la partie, non seulement la partie solution technique CAPEX, mais également le coût d'utilisation de la machine sur une période donnée. Je pense par exemple aux consommables qui sont nécessaires à une machine sur un temps donné, les pièces de rechange, les consommations énergétiques nécessaires chaque année pour la faire fonctionner, les consommations d'eau et autres, etc. Voilà. Ça, c'est des sujets qui nous sont demandés, qui sont suivis également par le groupe. Ok, très bien. Je pense que tu as répondu du coup à la question maintenant, Michael. Oui, c'est bon. Ouais, ok, très bien, super. Alors, on a une dernière question, il m'a semblé voir passer ça. Ouais, voilà. Plutôt pour Philippe, du coup, quel logiciel de GTC est-ce que vous utilisez chez vous, dans votre usine? Est-ce que c'est une solution maison ou est-ce que c'est une solution… alors, attendez, c'est tout le temps qui reconnecte ou pas. Bah, si, c'est bon. Ah oui, eh ben, je passe. Vous avez entendu la question du coup ou pas? Ou je vous la reprends? Non. Non, pardon. Du coup, la question c'était quel logiciel de GTC vous utilisez du coup chez vous dans votre usine? Nous, c'est le logiciel Panorama. Panorama. Panorama chez Codra. Chez quoi? Ok, eh ben, super. Super, super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous, messieurs. Je pense que du coup, là, voilà, on va passer du coup rapidement pour les pour ceux qui sont encore parmi nous, parce qu'on a quand même empiété sur l'heure du déjeuner, mais en même temps, on avait plein de choses à dire, donc c'était quand même assez intéressant. Savoir si vous pouvez évidemment remplir ce petit sondage qui vous apparaît là, au milieu de l'écran. Du coup, moi, j'en profite parce que je ne peux pas y répondre pour vous remercier tous les trois, messieurs. Merci pour vos interventions, merci pour cette ouverture du coup, Laurent, et merci pour vos retours d'expérience et vos partages de projets, Thierry et Philippe. Merci beaucoup. Merci. Et puis, écoutez, au plaisir de vous retrouver peut-être sur d'autres événements en tant que spectateur éventuellement, et au plaisir de vous rencontrer à l'occasion.
Merci à tous. Merci à tous nos spectateurs aussi. Je vous souhaite un bon déjeuner puisque ça va être l'heure. Et puis, j'aurai le plaisir de vous retrouver sur de prochains événements. N'hésitez pas en parallèle à revenir vers nous si vous avez un projet ou une question sur ces sujets-là. Et puis après, on reprendra ça tranquillement avec vous. Merci à tous et bonne journée. Au revoir. C'est bien. Au revoir. Merci, bonne journée à vous. Au revoir.